Bonjour à tous. Alors, contrairement à Guy, mon intro n'a pas été faite sur ChatGPT, mais conçue dans un restaurant mythique de Chamonix, imprégné de l'ambiance et de l'odeur de la raclette de nos montagnes. Et ça, l'intelligence artificielle ne nous le prendra pas ou pas encore. Alors, on vient d'entendre Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Et si ma mémoire est bonne, on lancera une vidéo du monsieur le ministre chargé de l'Industrie. Alors à nous de réunir le meilleur des deux mondes pendant les prochaines 60 minutes, parler de l'innovation au service du système. Et en regardant les intervenants autour de la table et Marc en ligne, je me dis que Guy a gardé les plus courageux ou les plus téméraires pour la fin. Car oui, conjuguer dans la même phrase les mots innovation, organisation, a longtemps été une source de frustration et également parfois de déception pour certains d'entre nous. Alors faisons en sorte aujourd'hui qu'il rime avec inspiration. Élise, je voudrais commencer par vous, si vous êtes d'accord, pour lancer la première partie qui va s'articuler autour du contexte et des enjeux. C'est vrai qu'on parle de soigner, de prévenir, de guérir. Le mot innovation a trop souvent été parfois utilisé, même un peu galvaudé. Alors, qu'est-ce que l'innovation technologique représente pour vous et comment, aujourd'hui, la définiriez-vous ? Alors effectivement, c'est une question très importante parce qu'on en parle beaucoup. Ça a été évoqué en filigrane et de façon assez directe aussi depuis hier. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, l'innovation, ça doit répondre avant tout à un besoin, à un usage. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir cette connexion aussi très très forte avec le terrain. C'est vraiment l'objectif qu'on a côté Agence de l'innovation en santé, avec cette volonté, à travers notre Tour de France de l'innovation, de structurer toute notre mission et notre feuille de route autour du terrain. Aujourd'hui, on voit que l'innovation, alors on la voit souvent évidemment comme une innovation au service du patient, bien sûr, une innovation au service du soin, dans un système qui a beaucoup été tourné autour du thérapeutique, pour permettre aux patients d'être soignés, tout simplement. Et évidemment, aujourd'hui, on voit ce tournant qui a été bien explicité hier, notamment par le ministre de la Santé, et c'est évidemment un vecteur majeur de transformation. Et je crois que au-delà de ça, on voit que c'est même plus simplement un effet de mode ou une vision marketing ou politique du sujet. C'est vraiment une nécessité. Et je pense qu'on n'a tout simplement plus le choix aujourd'hui que de se servir de ce formidable vecteur de transformation pour aller vers une médecine plus préventive, prédictive, personnalisée, donc la médecine 5P, et effectivement amorcer ce changement avec une vision de l'innovation qui va évidemment sur le thérapeutique, toujours au service du patient, mais aussi sur le diagnostic, sur la prédiction, puisqu'on arrive aujourd'hui notamment avec l'IA à prédire et prévenir des maladies pour les prendre en charge le plus tôt possible, et puis également au service du soignant, parce que la qualité de vie du soignant, sa santé, c'est évidemment un élément extrêmement important, et puis l'organisation des soins, l'accès aux soins, l'attractivité. Donc voilà, c'est vraiment à tous les champs de la chaîne de valeur et c'est vraiment cette vision, j'allais dire, holistique qu'il nous faut avoir aujourd'hui. Alors on a eu des médecines extra de points de précision, mais là aujourd'hui on se tourne aussi vers une médecine holistique systémique avec une approche One Health presque pour vraiment embrasser tous ces sujets d'innovation qui vont être évidemment majeur pour notre système de santé et pour sa soutenabilité, son efficience. Alors, merci, vous parlez d'effets de mode et de vision marketing. Laurence, on en a parlé ensemble en préparant cette table ronde et je sais que vous avez un avis qui est assez tranché sur la question. Quand on parle d'innovation, on n'est clairement pas là pour se faire plaisir. On n'est pas là pour faire plaisir aux ingénieurs. On est bien là, comme le dit Élise, pour apporter de la valeur et du progrès à nos systèmes de santé. Donc on a entendu le ministre hier. Comment est-ce qu'aujourd'hui, finalement, concrètement, on fait pour avancer et pas s'enfoncer dans une médecine à deux vitesses et assurer, avec des actions très concrètes, la transformation de notre système en profondeur ? Alors déjà, comme on n'est pas là pour se faire plaisir, et on l'a beaucoup dit, on est déjà dans une médecine à deux vitesses. Parce que si on fait partie de l'ensemble de notre groupe, un peu plus de 600 personnes, un peu plus large de la santé, on va savoir où aller. Et on l'a dit, on l'a redit, et je pense que c'est le vrai challenge. Après aussi, comme on n'est pas là pour se faire plaisir, je pense qu'il faudra passer à l'acte pour la transformation de notre système de santé. Parce qu'on aime bien avoir de beaux concepts, on aime bien parler, mais on a quand même du mal à le mettre en œuvre.
Alors, comme le disait Lise, innovation, ça veut dire innovation technologique. Donc, normalement, je suis là en tant que représentant des industriels. Donc, on se dit, on va parler innovation technologique. Non, parce que l'innovation technologique, oui un peu, mais pas seulement, c'est évidemment l'innovation organisationnelle. Et puis, en effet, je crois que notre ministre hier l'a redit hier, c'est surtout ce qu'on pourrait peut-être appeler l'innovation préventionnelle, j'en sais rien. Et c'est vraiment l'enjeu, en fait, de notre transformation, parce que l'enveloppe, elle ne sera jamais assez grande si on veut mettre ces innovations, si on n'arrive pas à faire ce que l'on n'arrive pas à faire, ça fait 15 ans qu'on fait CHAM, eh bien, casser ces silos et réussir à faire des transferts de budget d'un silo à un autre. Et on l'a vu hier, on n'en met pas assez dans la prévention, tant qu'on n'arrive pas à ça, on n'y arrivera pas. On a vu aussi qu'il fallait qu'elle soit connue, reconnue et acceptée. Là, je crois que c'est l'affaire de tous. Alors, il y a ceux qui vont être partisans des grandes campagnes à la télé. On voit bien un peu l'impact. Il y a ceux qui vont être partisans de prendre leur téléphone et de nous appeler. Comme ça, ils vont savoir. Je crois qu'il faut surtout qu'il y ait une vraie réflexion. Comment est-ce qu'on est certain que l'ensemble de nos concitoyens, citoyens, comprennent les enjeux, qu'est-ce que c'est et quel est le coût ? Parce qu'en fait, quand on est industriel, on a l'impression qu'on ne nous parle que de coûts. Quand on est citoyen, aucun des citoyens ne sait combien coûte l'innovation. Personne ne sait quand il va à l'hôpital. Une d'ailleurs de mes collaboratrices me disait mais c'est vrai qu'on n'a pas d'idée du coût. Personne ne le sait. Donc il y a un grand écart là qu'on est en train de faire, et pourtant je ne suis pas une danseuse, mais j'ai l'impression qu'on fait des grands écarts tous les jours, auxquels justement on ne va pas pouvoir résoudre. Alors, on dit souvent, et on continue à dire, que la France est une terre d'innovation. Je crois qu'on a tous été fiers de ça, qu'on soit dans des start-up, dans des grandes sociétés, dans les petites et moyennes sociétés. La FDA s'était donné un objectif, avoir 50% des innovations qui sortent aux États-Unis en 2024. Mesdames, messieurs, cette semaine a été annoncé qu'ils en étaient à 63% en 2023. Nous ne sommes plus la terre d'innovation. Donc notre prochain challenge, c'est comment on s'assure que l'innovation, elle va être mise en France, en Europe, parce que personnellement, et je suis sûre que c'est le cas de l'ensemble des personnes, je pense qu'il faut travailler à l'échelle européenne, mais comment est-ce qu'on va être certain qu'on va pouvoir justement amener toutes les innovations à l'ensemble de nos concitoyens pour que tout le monde puisse en bénéficier et que ces innovations, elles aillent jusqu'à la transformation de notre système de santé. Pour ça, on va revenir après dessus. On a aussi beaucoup discuté de la donnée. Il y a plein de sortes de données. Il y a celles qui sortent de nos appareils en tant que General Electric Healthcare. Là, elle est facile, elle est propre. Maintenant, il y a l'IA derrière. Et puis, il y a toute la donnée dont on a parlé, compte rendu. Et celle-ci, elle est beaucoup plus compliquée. Comment on fait gagner du temps aux médecins, comment on change notre culture. Donc en fait, tout ça, on reviendra dessus. C'est surtout une question de change management. Merci Laurence. Marc, alors, je pense que quand Laurence parle d'innovation préventionnelle, ça vous parle évidemment au sein de Roche Diagnostic. Juste un mot avant qu'on avance sur le sujet de la prévention. L'innovation, elle doit être évidemment guidée, elle doit être accompagnée. Pour vous, en tant qu'industriel aujourd'hui, quelles sont les précautions de réussite indispensables à toute forme d'innovation pour ne pas bloquer, mais bien faire en sorte que notre système avance dans le bon sens? Selon moi, l'innovation, c'est en premier lieu une innovation diagnostique. Parce que sans diagnostic, rien ne se passe en termes de traitement. Le diagnostic, c'est la condition sine qua non de tous les traitements qui suivent. Et c'est pour cela que, juste pour vous donner quelques chiffres, le groupe Roche dépense 20% des chiffres d'affaires sur la R&D pour le pharma, et pour le diagnostic, c'est 12%. Donc il y a quand même une alimentation de ce flux d'innovation. Et le levier, avec l'impact sur le marché, aussi quelques chiffres là, si dans le système de la santé, le coût, les frais associés pour le diagnostic, c'est 2%, les décisions qui sont impactées par le diagnostic, c'est 70%. Cela veut dire, si on fait le calcul, c'est un levier de 35 en termes d'efficacité sur le marché. Donc il y a quelque chose qui joue vraiment dans ce domaine de diagnostic, pas uniquement d'ailleurs diagnostic in vitro que moi je représente, mais aussi dans le diagnostic in vivo de Laurence. Et j'apprécie beaucoup le commentaire aussi de Lise qui a dit, voilà, cet élément de diagnostic précoce.
parce que c'est là où se joue aussi beaucoup d'innovation aujourd'hui dans ce domaine, dans la diagnostic préventive, la diagnostic prédictive. Donc c'est tout l'innovation diagnostique, je crois, qui est aujourd'hui un peu sous-estimée, mais encore une fois, c'est le début de tout le suivi, de tous les traitements thérapeutiques. Merci, je crois que le contexte est posé. Marc Giguet, vous êtes en ligne, je voulais vous entendre sur un point. On sait que la société aujourd'hui, et Laurence a commencé à parler d'innovation aux US, on sait que la société aujourd'hui, elle rejette de plus en plus ce qu'on peut qualifier de nouveau. Il y a une perte de confiance que vous êtes capable de mesurer. Aux US, par exemple, 52% des patients disent ne plus faire confiance à leur médecin. 50% de la population pense que les nouvelles technologies vont apporter plus de problèmes que de solutions. Alors ma question, elle est simple. Pourquoi cette défiance et quels sont les critères d'acceptation aujourd'hui de l'innovation par la société? Oui. Bien, je vous remercie. Alors, il y a des critères qui sont historiques, la peur de perdre son emploi, la peur d'être éliminé, de ne pas comprendre, d'être marginalisé, etc. Dès qu'on touche à la santé, il y a beaucoup de choses très fortes. C'est la vie, donc la peur d'être empoisonné, la peur d'être... à la fois, la société elle a une attitude ambiguë vis-à-vis de la santé. Il y a le rêve toujours du traitement idéal, qui va tout changer, qui va apporter, et en même temps la crainte dans l'autre sens de servir de cobaye, en fait, en référant à des erreurs qui ont bien existé, sans contaminer, talc morange, etc. Et donc la société est dans une position à la fois d'attente de quelque chose qui va lui améliorer la vie, qui va améliorer sa santé, et d'inquiétude. Il y a un va-et-vient. Sur l'aspect technologique, je reviens à votre première question, c'est quoi une innovation technologique? Moi, je suis à l'Académie des technologies, donc a priori, on n'a rien contre les technologies. Dans notre premier rapport sur l'impact des technologies sur l'innovation, on retenait que la technologie joue à peu près pour 20%. C'est-à-dire que le reste, c'est des métiers, c'est de l'économie. Est-ce qu'on finance ou pas? Est-ce que ça vaut la peine? De la sociologie, de la réglementation, du droit, tout ça. C'est-à-dire que les nouvelles technos, pour donner un chiffre, 25 millions de chercheurs dans le monde, 3 millions de nouveaux brevets par an. 20%, un peu plus de 20%, tout ça dans la santé. C'est-à-dire que vous avez un flux de techno qui déboule tout le temps, qui ne vont pas rentrer automatiquement comme innovation dans la société. Alors on le voit, les générations de 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, iPhone 7, 8, 9, 10 font tout exprès. Donc la société voit tout le temps arriver des technologies nouvelles. L'inquiétude qu'elle a, est-ce que vraiment c'est fait pour elle? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça ne va pas plutôt lui compliquer la vie, la marginaliser? Et aujourd'hui, on a effectivement une perte de confiance, qui est d'abord une perte de confiance dans ceux qui sont les responsables des technologies, les GAFA, les gens comme ça, avec des mythes, il y a aussi des fake news. Mais il faut savoir qu'à partir de là, on injecte une nouvelle possibilité technique dans la société, mais que deviennent ceux qui étaient les spécialistes de l'ancienne, par exemple? Que devient le processus? Est-ce que le financement sera de même nature, etc. Souvent, on sous-estime cette introduction dans la société dans une vision purement technologiste. Et à ce moment-là, on se heurte à ce phénomène de rejet, parce qu'il n'y a pas la pédagogie qui va avec, mais assez souvent, il n'y a pas non plus la vraie préoccupation de l'amélioration au quotidien de la vie des gens. Lise, ça vous fait réagir ou pas, cette défiance, et quand on entend les chiffres qui sont annoncés par Marc? Oui, évidemment. Et je pense que, paradoxalement, on a un effet paradoxal de la post-crise Covid, parce que finalement, on a vu à quel point l'innovation, ça pouvait répondre à des enjeux évidemment majeurs en période de crise. Je pense qu'il y a eu un vrai sursaut collectif, y compris pour la vaccination. Donc on parlait tout à l'heure des enjeux de prévention, et la vaccination, ça l'illustre parfaitement. Donc je pense qu'on est là aussi, et c'est pour ça que je pense que ce qui nous permettra de répondre à cet enjeu de la défiance, c'est aussi le collectif. Et je pense que des événements comme celui de Cham permettent aussi finalement de nous recentrer sur nos objectifs collectifs, de partager une stratégie, une vision. Et je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait qu'aujourd'hui, l'innovation, y compris technologique, avec l'intelligence artificielle, mais la nécessité aussi d'avoir un cadre réglementé. On a l'IA Act, auquel on est très attentif. On parlait tout à l'heure d'évaluation des produits de santé, des enjeux de sécurité. Je pense que c'est nous collectivement aussi qui avons cette responsabilité d'avoir des process administratifs qui sont
des garants, évidemment des garde-fous pour encadrer ces sujets, mais en même temps d'avoir une capacité de simplification, de fluidité, d'agilité pour permettre réellement de ne pas rester dans le statu quo, mais de permettre quand même à l'innovation de se développer. En tout cas, c'est vraiment la mission de l'agence, avec cette volonté à la fois d'avoir de la prospective, donc d'avoir une vraie vision, d'avoir une capacité d'anticipation des innovations pour mieux s'y préparer, y compris sur le plan organisationnel, financier, d'avoir aussi cette capacité à accompagner les projets, en anticipant aussi les demandes des autorités de santé, puisque c'est important qu'il y ait une forme de régulation et surtout d'évaluation, puisqu'on veut des outils de santé, des technologies efficaces, performantes, sécures, mais aussi on veut cette forme d'agilité et d'accélération des process pour que, depuis la recherche amont jusqu'à l'accès au marché, on aille de plus en plus vite, en tout cas au rythme du développement de ces innovations, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, les innovations d'aujourd'hui, c'est la recherche d'il y a 20 ans. Donc voilà, il faut certainement qu'on aille plus vite. Alors, si on parle d'innovation d'aujourd'hui et d'exemples concrets et de ce qu'on peut mettre en place, Olivier, je voudrais vous donner la parole et parler de la téléconsultation, qui est un sujet que vous connaissez évidemment par cœur, qui est un vrai exemple concret d'innovation technologique avant le Covid, pendant le Covid et après le Covid. Ça a clairement bousculé en tout cas l'organisation de notre système. Accès aux soins pour les patients, libérer du temps médical pour les médecins. Alors, est-ce que, quand on parle de téléconsultation, est-ce que c'est le thème de CHAM cette année, on peut aussi parler d'amélioration de qualité des soins pour les patients ? Absolument, c'est d'ailleurs un thème qui nous est cher chez CARE, je vais en parler davantage. Peut-être un petit rappel sur ce que l'on fait. Donc CARE, on est un des leaders de la téléconsultation en France. On a réalisé jusqu'à présent plus de 4 millions de téléconsultations. On travaille à la fois avec des médecins libéraux installés et des médecins salariés de structure. On fait 2/3 des téléconsultations en médecine générale, 1/3 en médecine spécialisée, avec principalement sur les spécialités psychiatrie, dermato, pédiatrie et gynécologie. Et c'est vrai, on fait à peu près 10% de notre activité sur la santé mentale, qui est un thème assez fort, de même que l'obésité, qui va devenir aussi une autre thématique assez forte. Alors, comme vous l'avez souligné, les avantages de la téléconsultation à date, parce qu'il y a les avantages à date, mais il y a aussi tout ce qui va venir bientôt, sur lequel on travaille et qui est assez passionnant, qui est même beaucoup plus passionnant que ce qui est arrivé à date. Mais à date, effectivement, ça facilite l'accès aux soins parce que ça permet de donner aux patients un accès à des médecins quand ils sont dans une situation où ils n'ont pas accès. Je crois que c'est le ministre hier soir qui parlait lors de la crise Covid, on a fait venir des médecins de Bordeaux à Paris. En fait, c'est la même chose, c'est le même principe. Voilà. Et nous, chez CARE, on a 31% de nos patients qui sont sans médecin traitant, 37% de nos patients qui sont dans des déserts médicaux. Voilà, donc ils ont besoin qu'on leur facilite la tâche, qu'on leur facilite l'accès à des médecins. Ça évite également les déplacements inutiles. Quand quelqu'un est contagieux, le faire prendre des transports en commun et aller dans une salle d'attente, c'est pas génial. Et puis il y a aussi tous les patients qui n'ont pas la capacité de se déplacer. Donc ça va sans dire, ça améliore tout ça. Et ça crée aussi du temps médical disponible. Alors, comment ? Parce que j'ai parfois entendu dire oui, ça crée du temps médical parce qu'en fait, comme une téléconsultation, ça dure moins de temps qu'une consultation en présentiel, ça crée du temps. Non, en fait, non. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Une téléconsultation, lorsqu'elle est bien faite, et elle doit être bien faite, elle dure à peu près la même durée qu'une consultation en présentiel. Voilà. Chouïa moins, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on crée du temps médical disponible supplémentaire. C'est de par la flexibilité et le confort de pratique que cette pratique va apporter aux professionnels de santé qu'on va libérer du temps. C'est-à-dire que personne... Il peut faire du télétravail. Voilà, aucun médecin n'a envie d'être dans son cabinet à 22h le soir face à un patient. Voilà. En revanche, on peut faire effectivement du télétravail et donc libérer du temps le soir, le week-end, etc. Et c'est comme ça que cela crée du temps médical disponible, plus tous les outils qu'on peut adjoindre effectivement à la téléconsultation qui vont améliorer un petit peu la productivité pour les tâches qui sont non essentielles. Voilà. Alors, ça, c'est la libération de temps médical en plus. Par ailleurs, ça aide aussi au système, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on est en train de s'intégrer au SAS pour pouvoir collaborer avec les SAS et être en débord, en support des SAS. Également, on a beaucoup écrit et parlé du fait que pour les urgences, une idée qui fait du sens, c'est si on avait à l'entrée des urgences de la possibilité de faire de la téléconsultation, soit pour faire de l'orientation, soit pour traiter directement les gens, puis ensuite ils rentrent chez eux. Sur le papier, c'est une idée qui est très bonne. Aujourd'hui, en termes d'exécution, c'est encore assez compliqué à sortir de terre, mais il faut vraiment y travailler. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses sur lesquelles on travaille en termes
de ramener le patient près du médecin. Par exemple, on expérimente dans le Loir-et-Cher avec des infirmières et des infirmiers dans des voitures qui vont voir les patients chez eux en emmenant des objets connectés pour faire une téléconsultation chez eux pour le patient qui ne peut pas se déplacer, donc avec un médecin. Voilà, on appelle ça les care cars. Et puis, il y a une autre chose dont on ne parle pas souvent, qui est le fait que la téléconsultation, en allant chez le patient, permet au médecin de voir le contexte socio-économique du patient, qui est quelque chose qui notamment est très apprécié aussi en psychiatrie, mais pas seulement, c'est-à-dire que quand on voit le contexte, on comprend beaucoup plus de choses que quand on voit le patient dans son cabinet. Voilà. Alors tout ça, c'est ce qui existe déjà aujourd'hui, c'est très basique. On peut en tirer un certain nombre de choses qui sont déjà très intéressantes, qui sont des statistiques, parce qu'en fait, comme tout ça est numérique, il y a ce qu'on appelle des logs du traçage de qu'est-ce qui a été fait. Alors, bien entendu, je ne parle pas de rentrer dans ce qui se dit entre le patient et le médecin. On fait très attention, bien entendu, à tout ça, mais on peut déjà regarder un certain nombre de statistiques sur la durée des téléconsultations, la longueur des comptes rendus, la codification SIM10 et l'adéquation avec les motifs, etc., etc. Ce qui nous permet ensuite, ce qui permet à notre direction médicale d'en déduire un certain nombre de choses qui leur permet ensuite de coacher, de donner des recommandations aux professionnels de santé. Voilà. C'est marrant, l'année dernière, à cette même table, j'interrogeais Thomas Fatome sur le coût des arrêts maladie. J'entendais hier matin sur une célèbre chaîne d'infos qu'on était en train de lier le nombre d'arrêts maladie et la téléconsultation, parce qu'on s'aperçoit. Est-ce que pour vous, c'est un sujet sur lequel on a une innovation potentielle technologique qui peut avoir une réponse à ça ou... Non, nous, les arrêts maladie, pour nous, c'est un non-sujet. Voilà. On a un peu de musique. Hein. Non, mais je veux dire, les patients téléconsultent avec les médecins qui ont leur indépendance professionnelle, on leur fait confiance. Les arrêts maladie de plus de 3 jours, chez nous, c'est absolument peanuts. Donc, qu'ils soient autorisés ou pas autorisés, ça ne fait pas de différence pour nous. Ça fera une différence, effectivement, pour les patients, en particulier en termes de santé mentale. C'est vrai que, si vous voulez, un arrêt de maladie de plus de 3 jours en téléconsultation sans avoir vu un médecin en présentiel, nous, on n'est pas vraiment pour. Voilà. Maintenant, il y a certains cas de figure, sur la santé mentale, par exemple. Voilà, ça se discute. Sur le Covid, oui, 3 jours, est-ce que ça suffit ou pas, ça se discute. Mais pour nous, ce n'est pas un sujet crucial. Andrea, innovation égale synonyme de bénéfice pour les patients? Sûrement, mais ce n'est pas seulement toujours. ça. En général, donc, vous le disiez avant, hein, on parle beaucoup d'innovation, on a parlé beaucoup d'innovation aujourd'hui. Le risque, c'est toujours que plus on parle les mots, on perd un peu l'essence effectivement l'engagement, les valeurs qu'il y a derrière une innovation. Moi, ce que j'ai appris de ces 2 jours et aussi dans les commentaires ici, je reste convaincu qu'il y a aujourd'hui, on est vraiment à un carrefour, parce qu'on a une innovation des produits. Et là, on les voit, les technologies, que c'est dans les pharma, que c'est dans la digital, que c'est dans les télémédecines, dans les diagnostics ou dans les dispositifs médicaux, on les connaît, on sait comment les étudier, on sait comment les mesurer, la qualité, l'efficacité, la sécurité. On a tous des procès internationaux, européens, nationaux, des agences dédiées à ça. Quand on va sur l'innovation des procès, moi, ce que j'ai appris ces 2 jours, ça commence à devenir un peu un concept, disons, je ne vais pas dire dans les brouillards, mais quand même on fatigue à les cibler et à les comprendre. Et ce qu'on rate fortement, c'est le lien entre les deux. L'innovation des produits, ça peut être excellent, ça peut amener un patient les meilleurs des bénéfices, mais après, c'est où qu'on la place? Est-ce que vous voulez nous parler de vélo? Parce que je sais que vous avez une super métaphore sur les vélos que vous avez envie de nous partager. C'est très simple. Bon, je pense que tout le monde le comprend de mon accent. Je suis né et grandi à Rome. Quand je pense à l'innovation, c'est très simple. Je pense à les meilleurs vélos du monde. Imaginez les vélos qui pèsent 50 grammes, qu'il change les vitesses parce que vous pensez, vous touchez les vélos, qu'il va et vous les mettez au centre du trafic de Rome à midi. C'est ça. Jamais il peut vous donner ces performances où vous ne pouvez pas exploiter ces bénéfices. Alors vous prenez des innovations, secteur que je connais, c'est clair,
cardiovasculaires et vous prenez tous les valves transcathétaires de ce monde, à un certain point, dans quel type d'hôpital vous les mettez? Dans quel parcours de soins vous allez en mettre? Et surtout, faites-moi dire, si on n'arrive pas à lier les deux, au reste, et Laurence le référait très bien, dans ces sortes de silos aux fragmentations budgétaires qui n'aident pas à comprendre l'impact transformatif de certaines innovations. L'exemple du vélo, qui s'appelle un peu bizarre, et je m'excuse pour ça, mais effectivement, à la fin, c'est ça. Vous mettez de l'innovation des technologies médicales dans un hôpital, vous arrivez à réduire la durée de séjour, vous évitez les thérapies intensives, mais personne ne va se poser qu'est-ce que je fais avec ce lit? Qu'est-ce que je fais avec ces secteurs de thérapie intensive? Est-ce que je peux traiter un peu plus de patients de cancer ou d'autres choses? Et c'est là que l'aspect organisationnel, l'impact de l'innovation devient fondamental. Mais on a besoin de quelqu'un qui est capable de cadrer tout ça et le traduire en investissement et en gestion budgétaire. Lise, dans la santé, on voit bien que tout est très amplifié car on touche aux fondamentaux de la vie. On a vu hier dans les témoignages de patients en Suisse ou en France et on voit qu'on touche à la douleur, à la mort. C'est hyper paradoxal, en tout cas pour moi à Salek. L'innovation dans les médicaments est la plus réglementée, la plus contrôlée. Vous qui êtes en charge d'une structure qui donne l'impulsion, comment vous avez envie de réagir et comment est-ce que vous avez envie de pouvoir adresser à la salle aujourd'hui des solutions qui soient concrètes? C'est une très bonne question, effectivement. Vous avez une heure. Presque d'ordre philosophique. Et d'ailleurs, ça me rappelle également un cadrage qui nous a été proposé par Nicolas Costoli la semaine dernière sur comment l'innovation permet de dépasser les frontières. C'est un petit peu le même sujet. Effectivement, tout l'enjeu, c'est effectivement de voir très large, d'avoir cette approche systémique, globale et interministérielle, puisque l'Agence de l'innovation en santé a cette particularité d'être à la fois donc, une structure attachée à Matignon, mais avec des liens extrêmement forts avec l'industrie, la recherche, la santé. Ça, c'est évidemment un élément qui a l'air purement administratif, mais c'est extrêmement important parce que plus que jamais, on doit créer des ponts, créer des liens, et vous l'avez dit vous-même, il faut connecter les acteurs, que ce soit les acteurs de la recherche, du soin, de l'innovation, les entrepreneurs, les industriels, pour aller dans la même direction et assurer, comme vous le disiez très justement, cette forme de continuum pour permettre aux innovations d'aller depuis la recherche fondamentale jusqu'au lit du patient ou entre les mains du soignant et au service du système de santé. Donc l'objectif de l'Agence d'innovation, c'est d'une part, et vous évoquiez le sujet des lits d'hôpital. Effectivement, si on n'a pas, premièrement, la vision prospective et la capacité à anticiper l'arrivée des innovations, puisqu'on sait bien que les impacts organisationnels, ils se modifient pas du jour au lendemain. Il faut vraiment du temps pour permettre aux établissements de santé et aux professionnels de ville de s'adapter. Donc, premier point, on travaille sur un dispositif unifié d'horizon scanning, évidemment avec l'interministériel et tous les partenaires de l'agence. On est une petite structure, on est un peu la start-up de l'État avec 15 personnes, donc on ne va pas tout faire tout seul, mais on capitalise sur l'ensemble des structures existantes, que ce soit au national et en local, pour permettre cette articulation. Donc premier point, horizon scanning. Deuxième point, accélération des process. Et là, on travaille sur des thématiques prioritaires. Évidemment, l'accélération de la recherche clinique en lien avec nos partenaires et notamment les agences sanitaires pour mettre en place des dispositifs accélérés dès lors qu'il s'agit d'innovation présumée fortement, bien évidemment. On travaille aussi sur le transfert de technologies pour accélérer le passage de la recherche fondamentale à la clinique et à l'émergence de ces innovations. On travaille aussi en lien avec les autorités et tous les experts méthodologistes sur l'alimentation de toutes ces expertises pour les nouvelles méthodologies de recherche clinique, pour là encore, évidemment, pas se substituer aux techniques classiques, mais gagner un petit peu en souplesse et surtout mettre à disposition toutes les nouvelles méthodologies qui peuvent permettre de gagner du temps, là aussi, en complément de ce qui existe. Et puis, on va travailler aussi sur tout ce qui est diffusion de l'innovation, mieux connecter l'offre et la demande, entre guillemets, en travaillant sur le dispositif et le levier des achats publics, notamment. On travaille aussi sur le management de l'innovation au niveau des établissements de santé. Donc voilà, on a un certain nombre de mesures concrètes pour permettre, encore une fois, à ces acteurs de se connecter. Et puis évidemment, dernier point,
l'accompagnement des projets innovants prioritaires. Donc là, on est très concrètement, à travers notamment des dispositifs comme la French Tech 2030, on accompagne des projets pour leur permettre d'accélérer leur développement, de se diffuser dans le cadre notamment du plan France 2030, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi un plan majeur qui nous permet de mobiliser 7,5 milliards d'euros pour la santé au service de l'innovation dans un certain nombre de dimensions prioritaires comme les biomédicaments et la bioproduction, les maladies infectieuses, le numérique, le DM innovant. Donc voilà, un plan d'envergure. En vous écoutant, on comprend quand même que la priorité et la principale, en tout cas, innovation sur laquelle on doit se concentrer, c'est d'abord de permettre à tous les systèmes, elle est d'abord organisationnelle, pour permettre à tous les systèmes de pouvoir communiquer entre eux. Vous êtes d'accord, Laurence ? Ah oui, alors ça, je suis plus que d'accord. Et d'ailleurs, je disais, il n'y a pas de transformation techno sans transformation numérique. Alors, si on voulait prendre quelques exemples, déjà, ça part, j'aime bien l'exemple du vélo électrique léger. On en a un peu discuté. Si on n'a pas une prise électrique pour brancher le vélo, l'électricité ne va pas servir à grand-chose. Et on sait qu'on a déjà une des problématiques actuellement, c'est qu'on ait les bonnes infrastructures et le Wi-Fi, par exemple, dans tous les blocs opératoires. Bon. Ensuite, si je reprends l'exemple du vélo, il y a aussi comment on s'assure qu'on va pouvoir faire travailler et aider, en fait, grâce à ces innovations, les structures sur les parcours de soins, en fait, puisque c'est aussi extrêmement lié. Alors, si on repart de l'innovation technologique, par exemple, en termes de General Electric Healthcare, on va avoir évidemment des nouveaux PET, mais qui seront aussi valables pour nos concurrents, des nouveaux scanners, des nouveaux IRM. Et là, en général, on travaille quand même avec des gens qui sont scientifiques, on l'a vu, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Maintenant, en effet, ça peut permettre d'avoir le meilleur diagnostic. Il faut quand même qu'on s'assure que ce diagnostic, on ne le refasse pas 2 ou 3 fois, hein, je répète, mais c'est quand même la plupart des cas, malheureusement pour beaucoup de patients. Mais il peut y avoir aussi d'autres innovations beaucoup plus difficiles à mettre en place. Nous, on est connus sur le gros équipement, mais on a aussi tout l'ultrason, et on va avoir par exemple des outils qui vont permettre de mieux monitorer, par exemple, les patients. Alors, en réanimation, ça semble logique, faut-il encore qu'on ait la bonne structure de Wi-Fi, mais on va par exemple pouvoir décaler tout ce monitoring dans les services. Et alors là, ça commence vraiment à se compliquer, parce qu'on est déjà dans quelque chose où on n'a pas l'habitude, souvent on n'a pas le Wi-Fi, et donc c'est comment est-ce qu'on va avoir, ce que je disais tout à l'heure, du change management, les bons outils, les bons budgets. Comment se dire que ce que l'on va économiser, parce que là, très clairement, en fait, on surveille beaucoup les patients en réa, mais les patients meurent surtout quand ils sont dans leur chambre. Et là, on arrive vraiment à un changement de mentalité. Et c'est là où c'est hyper difficile. Et pourtant, ça participe beaucoup, justement, à l'évolution des parcours de soins. Ça, c'est un point très important. En plus, il y a ce que reprenait Lise, c'est mettre tout en commun entre la partie clinique, la partie recherche, par exemple. Donc, on travaille aussi, et on avait eu l'occasion d'aller voir les équipes de Lise sur un projet qui vont être à la fois de la recherche, à la fois un peu dans le parcours de soins, comment on implique aussi, comment on amène de l'IA dedans, comment on construit cette IA, donc par exemple en demandant à des équipes comme Etikia de co-construire dès le début en fait très bien ces programmes, et puis où est-ce qu'on va les amener, jusqu'où on va aller dans le parcours de soins, est-ce que ce sera à l'échelle du centre, à l'échelle de la région ou à l'échelle d'un territoire plus grand. Et puis je finirai par toute cette partie numérique. Donc là, on a parlé du soin, il y a aussi toute la partie organisationnelle. Et dans ce pays, on a vraiment du mal. Parce qu'on a du mal avec le numérique, on a du mal avec la data. Qu'est-ce qu'on utilise comme data? Donc en partie, dans le parti diagnostic, on commence à utiliser les cockpits. Et on a eu des exemples de l'avion. Qui a envie de monter dans un avion où il y a un pilote et où il n'y a pas les outils et personne à côté? Alors, en radio, on commence à bien évoluer avec des cockpits. Mais par exemple, on est le seul pays dans le monde quasiment où on n'utilise pas ce qu'on appelle des command centers. Comment on va s'assurer qu'on va pouvoir faire connecter toutes les données qui existent pour le permettre de mettre dans l'innovation organisationnelle? Comment on gère, on parle depuis des années de nos urgences par exemple. Il y a des choses très, très, très simples à faire et pas uniquement par le change management, mais avec les outils. Il faut juste que tout ça communique. Et puis après, comment on va pouvoir le faire dans des hôpitaux, dans l'organisation. Je pense que c'est notre challenge aussi d'aujourd'hui. La partie recherche, la partie clinique, c'est assez logique. Mais comment on fait du change management à partir de la data qui se connectent ensemble pour vraiment transformer notre système de santé? Alors vous dites, on a du mal
dans notre pays avec le numérique. Marc, on a pas mal échangé en tout cas sur les différences de traitement entre la France et d'autres pays que vous connaissez bien, notamment l'Allemagne. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, chez Roche, la France reste, sans langue de bois, un terrain de jeu intéressant ? Il y a quelque chose dans ce beau pays qui Les montagnes. Voilà, qu'il y a des innovations qui arrivent, mais qui arrivent un peu tardivement. Et la question, c'est... On peut déjà gagner 120 jours, j'ai entendu juste avant, donc on va pouvoir en tout cas réduire ce temps-là. La question, c'est comment est-ce qu'on peut garantir que l'accès aux solutions qui sont disponibles aujourd'hui, ça arrive avec une plus grande vitesse. Et j'aimerais bien vraiment reprendre deux éléments qui étaient mentionnés par Olivier, mais aussi par Laurence. Et moi, je vais ajouter d'ailleurs au panier de diagnostic aussi le télédiagnostic avec les téléconsultations. Et Laurence, vraiment, vous avez raison, c'est l'intégralité des données qui va permettre de regarder vers un patient d'une autre manière qu'aujourd'hui. Et c'est là où, en termes d'accès des patients à ces solutions, c'est vraiment quelque chose de primordial. Aujourd'hui, on a tous les outils. Si on regarde par exemple la disponibilité des algorithmes, chez Roche, on regarde aujourd'hui les études cliniques qu'on a menées il y a 20 ans avec les algorithmes d'aujourd'hui. Et on découvre des choses qu'on n'a pas pu découvrir à l'époque. Donc, vous voyez ce que je veux dire, et là, on opère au niveau international. Ce n'est pas limité à l'Allemagne ou à la France. C'est vraiment un échange de savoir-faire. Donc, les outils sont disponibles. Et maintenant, comment on va les déployer d'une manière efficace? Marc, en ligne, vous êtes sociologue. Alors, si on prend un peu de hauteur, on voit bien que la société, elle ne demande pas d'innovation. Elle exige très clairement du progrès. Alors, on a des pistes, notamment sur le plan organisationnel. Mais concrètement, dans les études que vous menez, qu'est-ce que nos compatriotes attendent? Une vie plus simple, plus de bonheur, un futur qui soit plus rassurant? Oui. Alors, je dirais, aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation. C'est introduire quelque chose de nouveau. Ce n'est pas bien par nature. Un nouvel impôt, c'est une innovation, si vous voulez. Donc, Laurent, ça n'a pas l'air d'accord. Bombe, c'est une innovation. Donc, les gens, ils veulent du progrès en ce sens qu'ils veulent un mieux. Ils ne veulent pas du nouveau, ils veulent du mieux. Ils veulent que ça fasse moins mal du progrès social, du progrès médical, dit-on, que ça coûte moins cher, que ce soit. Alors, les quatre demandes fondamentales... large enquête d'opinion. 1, me simplifier la vie. 2, être accessible au plus grand nombre. Par exemple, améliorer les rapports entre les individus, dépasser l'effet de mode et durer longtemps. Et après, améliorer mon quotidien. Donc c'est assez classique. Ils veulent être plus heureux ou mieux. On ne peut pas leur reprocher. Et ils ont l'impression que malgré cet énorme maelstrom technologique, leur vie n'est pas vraiment améliorée, qu'elle est toujours difficile, qu'on ne voit pas directement l'impact du progrès, et c'est un mot qu'on hésite à utiliser. Alors, il y a un autre aspect qui est clé, c'est qu'on a évoqué cette perte de confiance dans la science, et ça nous inquiète beaucoup parce qu'on le mesure aussi. Il y a un travail de fond sur l'acceptation du discours scientifique, et on voit des médias qui vous disent l'avis scientifique, c'est une opinion comme une autre. Ça va loin, hein. C'est-à-dire que, bon, et d'ailleurs en rappelant, par exemple, je vous fais une introduction, on vous dit, on va demander l'avis d'un scientifique, bon, c'est la science d'aujourd'hui, elle s'est trompée dans le passé, sans contaminer, Mediator, Vioc, opiacé, chlordécone, je cite, bon, brac, vous prenez une rafale, on va dire, mais c'était un infime pourcentage. Oui, mais on sous-estime l'impact durable de ce genre de choses, surtout si on n'a pas immédiatement traité le sujet de façon ouverte et en montrant qu'effectivement, il y a des erreurs. Donc cette banalisation de la science où il y a tous les contrôles, etc., et ramener à une opinion, et je vous cite un dernier point, on a eu des travaux communs avec l'Académie de pharmacie, l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'Académie des technos, vous faites un rapport, il va être téléchargé 250 fois, et vous avez quelqu'un qui en ligne va vous expliquer que le chloride de sodium soigne tout et qui fait 8 millions de vues. Bon. Donc on est dans ce contexte-là, on n'est pas assez présent sur les réseaux sociaux, il faut plus de pédagogie, parce que là, c'est dur à avaler pour des scientifiques, si vous voulez, quand on voit ces données. Donc voilà, la bonne insertion dans la société, il faut écouter la société, il faut mieux communiquer. On critique que la communication venant des scientifiques, notamment en médecine, est trop arrogante, autoritaire, descendante.
hein, c'est-à-dire c'est comme ça, plus réglementation, plus interdiction, plus autorisation. Donc, et même des fins de chambre de volonté, il n'y a pas assez d'échanges, pas assez porté sur le sens, sur l'éthique, sur le respect des individus, sur la protection des données individuelles. Hein, voilà. Donc, je dirais, on a notre petite partie du boulot à faire. Hein. C'est-à-dire qu'on peut critiquer que la société se trompe, qu'il y ait des fake news et tout. La communication n'a pas toujours évolué avec le contexte nouveau. Hein, elle doit être plus pédagogique, plus empathique, hein, et plus holistique, effectivement. On ne peut pas parler juste de techno. Très vite, le scientifique, surtout médical, peut se replier dans un langage que les autres ne comprennent pas. Ça veut dire, moi, je suis un scientifique, vous ne comprenez rien. Hein, donc, vous m'écoutez. Donc, voilà, je suis désolé, j'ai un peu poussé sur cet aspect-là, mais on le constate hein, dans les analyses qu'on mène, hein, quand on Andrea, voit le grand public. Vous êtes d'accord? Moins d'arrogance et plus de pédagogie? Moi, je serais plus d'action. Plus d'action. Si vous me permettez, juste 30 secondes, mais un mot qui s'était vraiment utilisé beaucoup après innovation, vous savez, quand vous faites ce sorte de nuage avec tous les mots, c'était ici, dans ces deux jours, réflexion. Ah, il y a un problème, on doit avoir une réflexion. Super, problème, réflexion, mais après aussi en action. Aujourd'hui, dans tous les pays d'Europe, et pas exclusivement, et en France, vous lisez les problèmes de presque pénurie de personnel médical dans les hôpitaux. Il y a de l'innovation qui peut vraiment réduire l'impact et faciliter et attirer. On n'arrive pas vraiment à adresser ça avec une vraie réflexion qui ne s'arrête pas simplement théorique. Oh, c'est très bien d'avoir un plan à 10 ans, à 20 ans. Maintenant, il y a un œil à l'horizon, mais il y a aussi un œil au nombril. Qu'est-ce que je fais quand j'ai du mal aujourd'hui? Et il y a toute cette innovation disponible dans les pays et on fatigue à les mettre en place et à commencer à activer learning by doing, ils diraient les Anglais, non? On apprend aussi à un certain point en faisant des choses, à introduire des procès. Parce que si on attend le procès idéal et la grande réforme idéale, probablement on ne donne pas aux citoyens ce qu'ils ont le droit d'avoir. Hein. Pas assez d'agilité, on n'avance pas assez sur une approche qui, comme on peut parler en anglais, sur une test and learn approche, et on prend trop de temps pour définir la parfaite organisation avant d'avancer et de bouger. On est d'accord? Je pourrais rajouter un Bien sûr. mot, parce que j'aime beaucoup action et courage. Je pense qu'on manque beaucoup de courage. Très bonne transition pour un sujet, le sujet du financement, sujet qui parfois peut fâcher, mais en tout cas l'innovation, sans surprise, elle doit être financée, soit par les pouvoirs publics, soit par les patients, soit par évidemment les investisseurs privés. Olivier, en ce qui concerne la téléconsultation, je crois que ça a été plusieurs centaines de millions sur les dernières années qui ont été investis. On sait que les financements, c'est la clé de voûte, ils vont être déterminants. Quels sont aujourd'hui les grands enjeux identifiés à venir au sujet du financement? Et puis après, on pourra passer la parole à Lise pour savoir si ce sont une des priorités de l'agence. Alors, c'est un enjeu important, mais je voudrais aussi qu'on continue à parler d'innovation. C'est vrai que sur la téléconsultation, l'équation économique, les modèles économiques ne sont pas encore trouvés. Les marges sont très faibles et donc tous les acteurs de téléconsultation depuis plusieurs années consomment, perdent, investissent beaucoup d'argent. Effectivement, ça se compte en dizaines de millions juste pour la France sur les dernières années, probablement même plus en centaines de millions. Nous, en tout cas moi, je ne suis pas en faveur de demander des subventions, etc. Alors, mes équipes et mes confrères vont me dire « mais qu'est-ce que tu dis, tu es fou ». Je préfère qu'on construise une activité qui économiquement soit saine, c'est-à-dire qui crée de la valeur et qui donc soit payée soit par les patients ou les médecins ou le système ou l'assurance maladie, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'équation est très compliquée pour tout le monde. Nous, on s'est résolu à introduire ce qu'on appelle des frais de service qui sont des frais annexes aux soins, parce que le soin en France est régulé, les prix sont régulés et le soin est gratuit, mais l'accès aux soins n'est pas forcément gratuit. Si vous prenez votre voiture pour aller à l'hôpital, vous allez consommer de l'essence, vous allez peut-être payer Sujet le péage. entendu ce matin, le prix de l'essence. Et donc, on a besoin aussi de pouvoir financer nos innovations. On parlait hier, par exemple, un outil qui s'appelle Pozos, que nous on va intégrer. On est encore en discussion sur les prix, mais on va intégrer à la téléconsultation, outil d'aide à la prescription. Tout ça, ça coûte de l'argent qui n'est pas pour l'instant payé par les pouvoirs publics, et c'est pas un problème du tout, mais c'est payé par nous. Donc il faut qu'on puisse avoir les sources de revenus
qui nous permettent de financer cette innovation et de continuer à exister. Il y a pire. Non, je pense aussi qu'il y a pire, dans le sens qu'on a des programmes en France de promotion de l'innovation. L'agence, c'est la chose plus tangible qu'aujourd'hui. On a vraiment qui cherche des liens, vous l'appelez la start-up. Moi, que je viens du monde de la biotech, j'aime beaucoup ce concept. En même temps, on veut financer tout ça avec des budgets faits à silos, à enveloppes, qui ont été désignés il y a 20 ans. Et c'est ça que c'est la contradiction en termes qu'on a. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à, encore une fois, innovation des produits, innovation des procès. Vous ne pouvez pas financer quelque chose qui, la DGOS des hôpitaux, il vous dit non, mais moi j'ai mon enveloppe, que le comité économique des produits de santé, le CEPS, vous dit non, mais moi j'ai reçu une longue lettre ministérielle qui me dit ça. Chacun il regarde son petit et il n'y a pas vraiment une idée comme casser ça et dire on met cet investissement là et on le met là. L'OECD, dans le 2017, quindi avant Covid, etc., elle avait fait une étude moyenne européenne avec toutes les limites de les moyennes. 23-24% des dépenses hospitalières, c'est gaspillé. Ça veut dire qu'on a à disposition 1 euro sur 4 presque à optimiser. C'est énorme. Et ça vous fait réagir, j'imagine. Oui, bien sûr, ça résonne même avec nos priorités. Et il y a peut-être plusieurs angles pour vous répondre. Le premier, c'est que avec France 2030, donc, que pilote l'Agence de l'innovation en santé pour la verticale santé, on a quand même un formidable levier, même si ce n'est pas la réponse à tout, évidemment, un formidable levier de financement pluriannuel. On a beaucoup évoqué effectivement cette contrainte de l'annualité des financements avec l'ONDAM depuis hier. Je crois que là, on a un levier de transformation majeur du système de santé. Alors aujourd'hui, le plan Innovation Santé France 2030, il est orienté, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour de plusieurs verticales, avec quand même aussi des financements majeurs autour de politiques de sites ambitieuses comme les bioclusters, les IHU, qui ont vocation vraiment concrètement sur le territoire national, pas seulement à Paris, à connecter vraiment la recherche amont, le soin, les cliniciens, les académiques, mais aussi les startups, les entrepreneurs, en donnant cette capacité vraiment à faire vivre sur un site cette interdisciplinarité. Donc ça, c'est le premier point. On a quand même cette chance de l'avoir. On a aussi des financements pour structurer les biobanques, les cohortes, les chaires en santé pour attirer des chercheurs. Ça a vocation aussi à structurer tout ce côté structuration et valorisation des données avec les entrepôts de données de santé qui sont financés par France 2030. Donc on a quand même une bouffée d'oxygène, si je puis dire, un peu transversale, pluriannuelle. On espère, et d'ailleurs le ministre de la Santé l'a évoqué hier, aller encore plus loin avec France 2030 et aller sur des projets très ambitieux, y compris en matière de prévention. Donc là, on peut rêver un peu. Ça serait bien qu'il y ait des projets qui permettent vraiment d'avoir une vision encore plus transversale que ça ne l'est aujourd'hui, avec cet ancrage territorial et cette capacité à travailler avec les régions. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on va porter très fortement. Et puis, un autre point, c'est que, et ça a été dit par les intervenants tout à l'heure, effectivement, on doit faire évoluer le cadre, qu'il soit donc réglementaire, mais aussi de financement. Les deux vont souvent l'un avec l'autre. On a quand même des dispositifs d'accès notamment dérogatoire à l'innovation qui sont quand même de formidables outils, avec notamment l'accès précoce aux médicaments qui, même s'il n'est pas parfait et qu'il faut certainement le faire évoluer, permet quand même en France d'être un levier efficace. Là où on peut peut-être aller plus loin, et ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille évidemment avec les équipes de l'Agence de l'innovation en santé et nos partenaires interministériels, c'est vraiment d'aller plus loin sur combler un peu les trous dans la raquette, c'est-à-dire, et je me tourne vers Roche sur le sujet du diagnostic, c'est aller aussi plus loin sur le sujet des dispositifs médicaux et des actes, qu'ils soient visés diagnostiques, prédictifs, mais aussi thérapeutiques, pour vraiment assurer, sur la base aussi de systèmes existants, puisqu'on peut faire évoluer les choses sans nécessairement trouver des choses très compliquées, mais permettre vraiment un accès précoce aux innovations dès lors qu'elles sont présumées évidemment et qu'elles sont considérées comme intéressantes par les autorités de santé, et permettre leur diffusion contrôlée, encore une fois, et non pas anarchique, pour permettre aussi une évaluation sur la base de données de vraie vie, et là on rejoint l'enjeu des data, pour alimenter l'évaluation qui en sera faite, et donc s'assurer que les innovations qui se développent iront bien au bon patient, au bon moment, au bon endroit, et d'une certaine façon la boucle est bouclée. Donc on a, pour conclure, on a des dispositifs existants qui existent et qui sont quand même globalement intéressants. On peut certainement aller plus loin, et l'objectif c'est vraiment effectivement d'allier ce levier qui est France 2030 avec également des évolutions qu'on va essayer d'implémenter progressivement.
Marc? Oui, si je peux me permettre de réagir là-dessus, Lise. Moi, j'ai appris quelque chose. Ici en France, il y a le vide diagonal. Ça veut dire là, j'imagine qu'on trouve aussi les déserts médicaux. Et c'est exactement là où l'innovation diagnostique peut apporter quelque chose à travers ce qu'on appelle la biologie médicale délocalisée. Cela veut dire qu'ici en France, dans le secteur public et dans le secteur privé, c'est plutôt connu que le diagnostic se fait sur les grands plateaux techniques centralisés. Mais qu'est-ce qui se passe en campagne? Qu'est-ce qui se passe dans ces déserts médicaux où les gens sont d'une manière ou l'autre démunis des moyens? Et là, du point de vue diagnostique, il y a vraiment des outils disponibles. Et la question se pose, comment est-ce qu'on peut les valoriser afin que les industriels ont aussi envie de continuer à innover dans cette arène-là? Si je peux permettre juste une réaction, le diagnostic, c'est évidemment fondamental. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il faut travailler l'aval, bien sûr, parce que diagnostiquer pour ensuite avoir des files de patients qui n'ont pas de possibilité de se faire soigner, c'est vraiment contre-productif. Donc il ne faut pas oublier parfois, quand on pense notamment, je pense à l'innovation numérique, donc typiquement télésurveillance ou autres outils numériques, et en particulier dans le champ de la santé mentale, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'est-ce que fait cette solution par rapport à une prise en charge idéale? Oui, sauf que parfois cette prise en charge idéale, en fait, elle n'existe plus. Tout simplement parce qu'il n'y a plus les soignants, il n'y a plus de capacité à avoir cet accès aux soins, donc il faut aussi avoir cette vision pragmatique parfois que, oui, mais l'idéal parfois n'est pas là. Donc comment on fait pour assurer finalement des prises en charge qui soient les plus adaptées au contexte réel des patients français? Pragmatisme, être concret. Avant de donner la parole à Laurence pour la conclusion, je crois, Olivier, vous aviez quelques éléments à nous montrer. Tout à l'heure, on a parlé des bienfaits de la téléconsultation, mais c'est vrai que la téléconsultation, dans sa grande majorité, aujourd'hui, reste très basique. C'est ce que moi j'appelle ça la téléconsultation 1.0. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur la téléconsultation 2.0, c'est-à-dire comment est-ce qu'on l'enrichit de plein de manières pour qu'elle soit plus qualitative, plus utile, etc., etc. Il y a deux grands thèmes. Il y en a un, il y en a peut-être probablement d'autres, mais un, c'est faire de la téléconsultation augmentée qui améliore la qualité de l'information et de l'échange entre le patient et le médecin. Et puis un autre volet, auquel je ferai allusion brièvement, c'est tout ce qui concerne l'aide à la décision du professionnel de santé. Mais dès aujourd'hui, par exemple, quand on prend un smartphone, je prends mon smartphone, mon iPhone 8, puisque j'utilise le 8 plutôt que le 15, c'est ma contribution à l'écologie. Voilà, même d'ores et déjà aujourd'hui, vous avez des outils qui sont des dispositifs médicaux marquage CE qui permettent en téléconsultation de capter la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, l'évolution de la fréquence respiratoire, donc qui sont des informations qui peuvent être transmises aux professionnels de santé. Et puis vous avez même des objets connectés qui maintenant deviennent très petits et sont faciles à utiliser. Je vous en ai apporté un. Alors voilà, il y en a d'autres. Voilà, mais celui-là, c'est plus petit qu'une trousse de toilette. Et puis avec ça, vous allez pouvoir, ça va pouvoir faire office de stéthoscope. Ça va pouvoir faire office d'autoscope, ça va pouvoir transmettre des données aux médecins. Vous avez ici une caméra HD avec un abaisseur de langue, etc. Alors, ce sont des outils qui sont très intéressants, c'est suffisamment abordable en termes de prix pour les gens qui sont dans cette salle. Malheureusement, c'est encore pas suffisamment abordable pour qu'on emmène dans tous les foyers en France. Mais on y viendra, et donc ça permettra d'enrichir la qualité de l'interaction en téléconsultation. Et puis ensuite, il y a l'autre domaine qui est le domaine de l'aide à la décision, parce que les professionnels de santé, aussi bien formés, intelligents qu'ils soient, comme nous, etc., on a souvent besoin d'aide à la décision, et c'est là que tout un tas d'outils, on en a vu un hier, aide à la prescription, aide au diagnostic, aide au suivi, aide au monitoring, à la surveillance entre deux consultations. Tout ça, c'est très important. L'intelligence artificielle également, il y a quelque chose dont on peut parler aujourd'hui, d'ores et déjà, une partie existe, l'autre pas encore. C'est qu'aujourd'hui, en téléconsultation, on ne peut pas écouter ce qui se dit entre un médecin et un patient. Secret médical, on ne peut pas être une petite souris et écouter. Mais une intelligence artificielle peut écouter et avoir un compte-rendu et réfléchir. Et cette intelligence artificielle, qui donc ne trahit pas le secret médical, peut ensuite prompter, excusez ce néologisme, suggérer au médecin, est-ce que vous avez pensé à poser telle question, est-ce que vous avez envisagé tel diagnostic, Donc il ne s'agit pas du tout de remplacer le professionnel de santé, mais de l'enrichir d'enrichir sa pratique, son niveau de pratique avec des outils
pour que la téléconsultation ne soit plus un... Aujourd'hui, c'est encore beaucoup un plan B. Hein. On fait de la téléconsultation en plan B ou en plan C parce que faute de mieux. Moi, ce que je dis aux équipes, pour les encourager, c'est qu'il faut qu'on travaille sur la qualité, l'innovation, l'enrichissement de la téléconsultation pour que ça devienne aussi bien qu'un plan A. Il ne faut pas que ça remplace. Le plan A, ça sera toujours son médecin traitant, mais il faut, on peut enrichir la téléconsultation avec beaucoup de choses, que ce soit des algorithmes, des objets, etc. C'est là-dessus qu'on travaille. Merci beaucoup. Laurence, on se retrouve dans 12 mois ici à Cham. À vous revient la responsabilité de formuler vos vœux pour les 12 prochains mois. Qu'est-ce qu'on se souhaite? Qu'est-ce qu'on se promet? Alors, moi j'ai une intime conviction. Il n'y aura pas de transformation du système de santé sans innovation, toutes celles qu'on a dit. Ça passe par un dialogue et par une confiance et par le courage à la fois de tous les acteurs, y compris nos politiques, de considérer les industriels comme des vrais acteurs de santé et de les écouter. Et la réciproque est vraie. Donc on s'y engage, par exemple, en tant que SNITEM, et je suis sûre que pour avoir écouté le LEM. Donc travaillons ensemble à participer à la transformation de ce système de santé via les innovations, parce qu'il y a bien plus de risques à ne pas le faire qu'à le faire. Les 12 prochains mois seront donc, si je résume bien, sur le thème du courage. Oui. Merci beaucoup à vous pour cette table ronde. Et je crois qu'il nous reste 4 minutes, comme m'a demandé Guy, pour qu'on ait un message de fin de monsieur le ministre chargé de l'Industrie.